Hello tout le monde. Alors je reviens aujourd'hui pour un nouveau podcast. Là, je vais vous raconter en fait plus en détail mon parcours de flamme jumelle. Alors j'utilise la définition flamme jumelle euh, pour vous situer un petit peu. Mais ça reste vraiment ça reste vraiment qu'un nom, que des mots. Qui enferment un petit peu, certes, mais qui permettent quelque part de placer un petit peu la situation et la personne dans quelque chose. Voilà. Mais sans trop s'accrocher à ces mots-là, en fait, simplement utiliser ces mots pour, comme on utilise le mot frigidaire pour dire que voilà, c'est un outil pour mettre de la nourriture dedans au frais, etc. Qui a un moteur de rafraîchissement, etc. Voilà, bon, c'est un petit peu la même chose. Flamme jumelle, c'est un petit peu pour dire que c'est une relation spéciale, relation d'amour, retour vers soi, etc. Alors j'aime bien utiliser etc. Je sais pas pourquoi. C'est comme trois petits points ou des trucs comme ça. C'est pas grave. Voilà, on s'en fout. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu plus en détail mon parcours de FJ. Alors, pareil, hein, j'ai rien préparé du tout. Là, c'est instinctif. Hein, c'est vraiment naturel, spontané. Voilà, je prends mon téléphone, je dis voilà, tiens, je suis guidé pour ça. Tiens, quel sujet je pourrais raconter. Mes guides me donnent en fait des infos. Et puis voilà, je pars, je me lance. En fait, je vous donne aussi cette astuce-là, avant de détailler un peu plus. C'est que le meilleur moyen en fait de dépasser ses peurs ou de dépasser en fait nos appréhensions, etc. C'est vraiment de se lancer, de pas se poser de questions et de se lancer, de se dire voilà, ok, moi j'ai une guidance là, hop, j'ai un sujet dont j'aimerais partager, que j'aimerais partager avec les gens, avec le monde, et de prendre son téléphone ou de prendre en tout cas voilà, peu importe les outils, et voilà, de parler, voilà, de lâcher en fait les mots et de raconter en essayant d'avoir un fil conducteur sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit, et voilà, de se lancer tout simplement. Après, qu'on échoue, qu'on foire ou qu'on dérive un peu tout ça, c'est pas grave en fait. C'est pas grave parce que ça permet en fait de s'ajuster au fur et à mesure du temps. Voilà, moi au fur et à mesure du temps, là il y a pas très longtemps, j'ai commencé les audios. Là aujourd'hui, pour moi, je me suis amélioré quelque part parce que à force de les faire, à force de me lancer, j'ai plus aucune hésitation pour me lancer. Voilà, j'ai plus aucune appréhension. Je lance et voilà. Et parfois, vous êtes très très surpris en lançant certaines choses, c'est que vous avez des retours. Alors, faut pas non plus s'accrocher aux retours des personnes. Les retours positifs, c'est très très bien. Les retours négatifs, c'est très très bien aussi. Quand ils sont constructifs, ne pas s'y attacher, ne pas s'y accrocher, tout simplement, c'est que vous pouvez avoir les deux. Donc en fait, c'est c'est l'ombre et la lumière. En fait, c'est accepter l'ombre, accepter ses ombres, accepter l'ombre de l'autre et accepter sa part de lumière et la part de lumière de l'autre. Donc quand c'est positif, c'est bien. Quand c'est négatif, c'est bien aussi. C'est pas grave. Mais en tout cas, ça m'empêche pas de me lancer. Donc voilà, en fait, ce que je peux vous donner comme astuce, c'est lancez-vous, peu importe le regard des autres ou les critiques des autres, c'est pas grave, ça parle plus d'eux que de vous. Mais en même temps, ça peut servir en fait d'axe d'amélioration, d'ajustement, etc. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, pendant que vous vous lancez et que les autres vous critiquent, les autres ne se lancent pas, donc ils vous utilisent vous, en fait, pour se soulager tout simplement du fait de ne pas se lancer. Donc ne vous y attachez pas, c'est pas grave. Moi j'ai raconté, alors c'était pas la première fois que je faisais là je fais des audios, mais l'année dernière j'avais fait alors c'est pas l'année dernière, c'est il y a 2 ans. Je vous raconte. Alors en même temps c'est le parcours, là c'est le début du parcours. J'avais fait une vidéo en direct sur ma page Facebook perso où j'avais détaillé pendant plus d'1 heure, je crois, toute ma vie, toutes mes parts d'ombre, tout ce que j'avais fait, pas fait, etc. Donc j'avais pas eu honte en fait, j'avais pas culpabilisé, j'avais pas eu peur en fait de le faire. C'était le moment de le faire. J'étais lancé pour ça, j'étais guidé. Donc il y a 2 ans.
Pour ceux qui ne sont pas sur ma page perso, qui voudraient voir la vidéo, il n'y a pas de problème, elle y est, hein, je la laisse. Vous prenez mon prénom et mon nom et vous trouverez les deux pages, en fait la page pro et la page perso. N'hésitez pas à m'inviter, il y a aucun problème. Vous la verrez, il faudrait remonter, je crois que c'était au mois de mai 2020. Donc il vous faudra remonter jusqu'au mois de mai 2020. Je crois que c'était le 1er mai, en tout cas c'était début mai 2020. 5 mois après la séparation avec ma jumelle, Valérie. Voilà, en fait, il y a beaucoup de gens. Alors, c'est pas une critique que je pose, en fait, c'est simplement un constat. J'ai remarqué très souvent qu'en fait, dans les descriptions, dans les vidéos et tout, il y a très très peu de monde, voire personne, qui donne le prénom de leur jumeau. En fait, ils disent jumeau, jumelle ou flamme jumelle. Et là, à ce moment-là, je trouve ça un petit peu impersonnel. En tout cas, ça m'appartient, c'est moi, hein, je vous le dis comme ça. Je trouve ça un petit peu impersonnel, sachant qu'on aime véritablement la personne profondément. Eh bien, on aime en fait ce qu'elle est et ce qu'elle représente, et qui elle est, et son prénom et son identité en fait terrestre. Donc en fait, pour moi, elle s'appelle Valérie, et elle a un prénom, donc en fait, elle est représentée par son prénom. Voilà, donc moi je l'appelle Valérie, ma flamme jumelle, mais voilà, encore une fois, c'est flamme jumelle, voilà, c'est un descriptif, quoi. Donc, pour ceux qui veulent retrouver cette vidéo, où je me décris complètement, mes parts d'ombre, mes parts de lumière, tout ça, allez-y, n'hésitez pas, vous la trouverez la vidéo, c'est début mai 2020. Donc voilà, donc je vais vous détailler un petit peu mon parcours FJ. Comment ça s'est passé, comment c'est arrivé, le pourquoi, bon, on le sait tous, hein, je ne vais pas vous l'expliquer. C'est le retour vers soi, hein, tout simplement. Alors ça a démarré, alors je dirais que ça a démarré il y a très très longtemps, il y a des années. Je remonte en 2005. J'étais déjà musicien professionnel, intermittent, en 2005. Mais je travaillais également à côté parce qu'à l'époque, en fait, j'étais dans des couples dysfonctionnels. Ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois, ma compagne du moment me demandait de travailler parce que je gagnais pas assez d'argent, etc. Donc là, j'étais dans l'entraînement, en fait. Hein. Quelque part, j'étais un petit peu en train d'expérimenter, de vivre, en fait, pour apprendre, en fait, à m'exprimer, à m'affirmer, à dire oui, à dire non, à dire non sur, par exemple, non, je veux faire ça et c'est uniquement ça. Et puis, si tu me suis, bah, c'est bien. Tu me suis pas, bah, écoute, c'est bien aussi et je m'en vais. Sauf que moi, à l'époque, je n'arrivais pas à partir. Donc, pour moi, j'étais là, positionné en place avec quelqu'un. Voilà, je restais malgré que je pouvais pas forcément faire ce que je voulais. Voilà, c'est pourquoi j'étais en tout cas destiné. Donc ça a commencé très très tôt par rapport à Val. C'est qu'en 2005, en fait, moi je faisais des allers-retours Paris-Toulouse. Donc en fait, je suis toujours venu depuis des années dans cette région, Occitanie, Toulouse, Midi-Pyrénées. Depuis 2005, je travaillais avec un artiste toulousain. Et donc je faisais des allers-retours Paris-Toulouse pour faire des concerts, des tournées, etc. Et là, en fait, depuis 2005, d'ailleurs, je lui avais dit à cet artiste-là, à l'époque, je lui avais dit, écoute, j'entends la voix de ma future compagne qui m'est destinée. Je lui dis, écoute, j'entends sa voix, elle a l'accent toulousain, je l'entends là, je vois pas son visage, je la décris pas, mais en tout cas, je l'entends. Je sais exactement comment est sa voix. Donc pendant des années, j'allais à Toulouse et j'entendais des voix en fait de femmes en fait que je côtoyais comme ça à Toulouse. J'entendais leur voix, je les voyais, etc. Mais elles ne correspondaient pas en fait à la voix que j'entendais moi de Valérie. Elle était vraiment précise. Hein. C'était vraiment au détail près. J'entendais son intonation. La partie grave, la partie aiguë, tout vraiment en détail, quoi. Vraiment, et je voyais pas son corps, je voyais pas physiquement comment elle était. Donc ça, je pense que ça a dû démarrer bien avant, mais en 2005 en tout cas, c'était vraiment flagrant. Et là, je lui en parle en fait à mon artiste à Toulouse, je lui en parle et il me dit écoute, tant mieux. Lui, il a toujours été ouvert avec moi, il y a pas de problème. Moi, avec lui, je me sentais super bien. Donc on a joué pendant des années ensemble jusqu'en 2014-2015. 2012, il me présente un artiste de Béziers, mais qui est originaire de Paris. Donc là, je commence à faire des tournées d'été pendant 3 mois avec les deux.
Donc là, je me retrouve du côté de Béziers, Val-Ras-Plage, tout ça, enfin tout autour, toute la côte en fait, du côté de voilà Montpellier, tout ça. Et là, je tourne en fait pendant des années avec les deux. Et en fait, je me dis que ma place, elle est là, quoi. Je me sentais super bien là-bas. J'allais tous les jours à la plage entre deux concerts. Le soir, je faisais mes balances. Et puis le lendemain, j'allais à la plage, en fait, tout le temps. Donc en fait, j'étais un petit peu le seul mec bronzé total, en fait, de la formation musicale. Donc c'était assez drôle. Donc voilà. Bon, je vous évite les rejets de certaines personnes qui entouraient le groupe, etc. Je vous parle pas de ça, c'est pas le moment, mais je vous en parlerai peut-être plus tard. Ça aussi, c'est un apprentissage en fait de qui vous êtes. On vous fait travailler la blessure de rejet par rapport à l'entourage des gens, de vous, etc. Donc tout ça, ça fait partie du parcours. Mais je vous en parlerai plus tard. Là, je vais vous parler vraiment de ce que j'ai vécu par rapport à Val. Donc voilà, donc 2012, donc ça avance, je fais des allers-retours, Paris, Toulouse, Paris, Béziers, tout ça. Donc là, je rentre vraiment dans ma mission de vie qui est la musique. Mais entre-temps, je suis en couple, là, pareil, ça recommence, bah ouais, mais tu gagnes pas beaucoup d'argent, etc. Bon, faut dire qu'à Paris, moi, je travaillais beaucoup au niveau musical. J'avais énormément d'artistes, je travaillais beaucoup. Je gagnais pas énormément, mais j'avais beaucoup d'artistes et tout. Et je faisais beaucoup de concerts. Je faisais quelques télés, pas mal de studios, des scènes et tout, des belles scènes. Donc voilà, donc c'est comme si qu'en fait j'étais vraiment en train de me lancer, comme si que l'univers me lançait en fait dans ma mission de vie, qu'il était temps en fait de décider vraiment d'aller que là-dedans. Ce que j'ai fait en 2012, là je suis parti que là-dedans, et j'étais tout seul et j'avais décidé de rester seul, vraiment. Pendant toute la tournée, pendant tout le temps, et j'avais un appartement à Paris, mais je restais seul en fait. Donc voilà, jusqu'en 2014-2015 où j'ai rencontré Aurélie. Alors c'est pas ma flamme jumelle, hein, évidemment, parce que je vous ai dit que c'était Valérie. Et je vous dirai pourquoi, comment je le sais que c'est vraiment Valérie. Et je vous donnerai des astuces en fait pour vraiment rester aligné là-dessus. Ne pas vous faire aspirer par des gens qui vous disent mais oui, mais attention, c'est peut-être votre fausse flamme jumelle, c'est peut-être pas votre flamme jumelle, etc. Blablabla, blablabla, blablabla. C'est une question de foi, une question de croyance, mais c'est une question de foi. Si vous avez la foi, il n'y aura pas de problème pour vraiment au plus profond de vous savoir que c'est votre FJ. Voilà. Sans écouter les gens, et peu importe, même si vous vous plantez, que c'est un échec, et qu'en fait, au bout d'un moment, vous apprenez que c'est pas votre FJ, c'est pas grave. Ça fait partie du truc, ça fait partie du bordel. On s'en fout, c'est pas grave. En attendant, vous aurez appris des trucs et vous aurez avancé, et c'est pas grave. En fait, il n'y a pas de temps en fait pour dire que ouais, c'est ma flamme jumelle et je veux pas perdre de temps, etc. On s'en fout. Voilà, même si ça met 4 ans avant que vous vous plantiez et que dans 4 ans, en fait, vous savez qu'en fait, c'est pas votre FJ, c'est pas grave. En fait, dans 4 ans, vous aurez appris des trucs, vous aurez avancé, vous aurez rencontré du monde, vous serez mis dans votre mission de vie, dans votre mission d'âme et tout, c'est pas grave. Voilà. De toute façon, quand vous savez que c'est elle, c'est elle. Vous pouvez pas vous planter, en fait, de toute façon, c'est elle. Vous le savez, au plus profond de vous, vous le savez. Et en même temps, l'univers, il est malin. C'est qu'à un moment donné, quand vous commencez à croire qu'en fait, c'est pas elle, il commence à vous mettre plein de signes, plein de synchronicités autour de vous, là, pour vous dire, t'inquiète pas, ne crois pas les autres, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Il vous le rabâche, hein, de toute façon. C'est pas comme une foudre karmique, mais parce que vous prenez pas de foudre karmique, parce que là, c'est simplement que vous ne croyez pas que c'est elle à un moment donné, c'est juste que vous commencez à douter et que vous commencez à perdre la foi. En fait, quand on a la foi, on l'a. On l'a ou on l'a pas. C'est pas voilà, c'est pas quelque chose qu'on invente ou qu'on crée. On l'a. Donc en fait, quand vous doutez, revenez sur votre alignement de base. En fait, recentrez-vous et dites-vous que peu importe que ce soit elle ou que ce soit pas elle, c'est pas grave, vous avancez sur votre chemin. Voilà, voilà. Ne focalisez pas dessus, c'est pas super grave. Vous inquiétez pas, de toute façon, l'univers vous mettra sur le chemin, vous dira que de toute façon, c'est elle. Donc ou lui, hein. Quand je dis elle, lui pour vous les femmes, y a pas de souci, hein. Utilisez elle, lui pour les femmes, mais quand je dis elle, en fait, c'est parce que je pars de moi, en fait, hein. Tout simplement, je pars sur Valérie. Donc vous inquiétez pas, je vous oublie pas, mesdames, parce qu'on vous aime en vrai.
On vous aime très très fortement. Et moi, j'adore en fait. Moi, je sais pas, j'adore la beauté. J'aime la beauté des femmes. J'aime les regarder. J'aime les observer. Voilà, je suis un grand amoureux de l'amour, moi, en fait, aussi, faut dire. Je suis un grand, j'adore regarder. Alors, je m'éparpille un petit peu, hein, voilà, puis je serai pas désolé, je m'excuserai pas parce que je suis ainsi et que j'aime bien être ainsi, voilà, et je m'assume totalement. Et puis parfois ça peut être très drôle parce que justement ça rend le côté humain ou alors ça rend voilà le côté humain où on s'éparpille un petit peu et puis qu'on n'est pas parfait. Voilà. Et donc en fait ça permet aux gens aussi de s'identifier un petit peu et qu'on passe pas pour des robots parce que je vois beaucoup. Alors je constate simplement en fait ce qui se passe, c'est que très souvent en fait je vois des vidéos. Et je vois que un truc hyper carré, hyper journalistique et tout. On se croirait dans le JT de TF1 ou de France 2, peu importe. C'est hyper carré, hyper machin. C'est je lis ça, j'en suis là. C'est pas grave en fait. Les gens font comme ils veulent, il y a aucun souci. Moi, je préfère rester sur le côté humain, rien préparé du tout. Vous voyez, par exemple là, le mardi, c'est le 8 là, la semaine prochaine. J'ai rendez-vous avec le maire de ma commune. Et j'en fais pas tout un pataquès en fait en me disant oh là là j'ai rendez-vous avec le maire de la commune, j'ai rien préparé, oh là là mon Dieu et tout, comment je vais lui parler de mon projet. C'est pas grave en fait, j'arrive complètement les mains vides en fait, avec juste moi qui je suis pour lui parler de mon projet. Et s'il a un tableau avec un feutre, bah je lui montrerai en fait mon projet sur le tableau avec un feutre. Voilà, comme je ferais en fait avec la police municipale. Et je vais lui parler de mon projet pour travailler avec la police municipale sur les blessures de l'âme. Voilà. Donc en fait, j'ai rien préparé du tout. Je m'inquiète absolument pas parce que je me fais confiance et que je me dis en fait, je vais arriver là-bas avec ce que j'ai en moi et ça m'appartient et c'est en moi. Et c'est pas parce que c'est écrit qu'en fait ça va être nickel et que ça va être parfait et que voilà. Je préfère rester dans l'imperfection parfaite et d'arriver en fait et de montrer mon côté humain et tout en montrant mes compétences et mes connaissances, mon expérience de vie. Et arriver comme ça. Voilà. Et en fait, si moi je suis convaincu, il sera convaincu. Voilà. Si je ne suis pas convaincu vibratoirement, il ne le sera pas parce qu'il le ressentira inconsciemment. Ou consciemment. Peu importe. Mais en tout cas, il le ressentira. Par contre, si vous arrivez tout nu, vous arrivez sans rien, ça c'est une petite astuce aussi. C'est en fait le fait d'être vous-même, d'être authentique, d'être vrai, d'être honnête dans qui vous êtes. Vous verrez qu'en fait, même si c'est pas préparé, ça passera. Je vous assure, ça passera. Parce que la personne en face, vous lui aurez montré qui vous êtes réellement, sans rien, sans artifice, sans préparation, sans que dalle, et vous avez dépassé votre peur, vous y êtes allé, vous avez mis les deux pieds dans le plat, et en fait, la personne, elle va être waouh, waouh, elle va dire waouh. Voilà, et peu importe, même si elle dit waouh, mais qu'elle vous prend pas, qu'elle accepte pas, et c'est pas grave. Vous aurez osé en fait le faire. Et si elle vous dit bah ouais, mais le problème c'est que là vous n'étiez pas préparé, la main il me manquait un truc, c'est pas grave. Ça parle d'elle en fait, c'est qu'elle a eu peur en fait quelque part en fait voilà, elle se fie à elle par rapport à ce qu'elle fait elle quand cette personne-là se prépare parce qu'elle se prépare en fait pour des discours, des trucs comme ça. Ben, en fait, elle vous voit en miroir, elle se voit en miroir par rapport à vous, ou elle aimerait bien, par exemple, ne pas préparer, et qu'en fait, elle n'accepte pas cette part d'elle-même. Voilà, donc en fait, ça parle d'elle, ça parle pas de vous, donc ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Après, c'est pas du chant non plus, vous n'êtes pas en train de chanter, parce que si vous chantez faux, par exemple, devant un jury, effectivement, là, vous devez vous préparer au niveau du chant. C'est différent. Mais si vous avez la compétence et l'expérience et l'expérimentation en vous, il n'y a pas besoin de l'écrire, en fait. C'est qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes, en fait, à l'intérieur de vous. Après, ça s'exprime à l'extérieur. Mais ça c'est vous. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà, ça, c'était la petite grande parenthèse. Mais ça fait partie du parcours. Hein. Tout ce que je vous explique là, ça fait partie du parcours FJ. Vraiment d'aller vraiment en profondeur dans vos peurs, dans vos blessures, etc., de vous lancer, de ne pas avoir peur et de ne pas identifier quelqu'un comme il est maire d'une ville ou il est médecin, il est tel truc, tel machin. Ça, c'est ce qu'il fait, en fait, c'est pas qui il est. Donc, en fait, essayez, ça c'est une autre astuce aussi, en médiumnité ou en ressenti, c'est essayer de regarder les gens, d'observer les gens tels qu'ils sont,
pour qui ils sont et non pas pour ce qu'ils font. Voilà, vous verrez qu'en fait, en observant, vous avez des gens qui se comportent avec des gens, par exemple, la personne, elle est maire d'une commune, bah, vous allez avoir des gens qui vont se comporter de telle manière. Et puis, par exemple, ils vont voir un SDF, ils vont peut-être se comporter d'une autre manière. Ils vont voir une personne populaire dans un quartier populaire, ils vont se comporter d'une autre manière dans leur communication. Vous voyez? Donc, en fait, ça, c'est identifier, regarder la personne, en fait, non pas telle qu'elle est, mais ce qu'elle fait, en fait, ou ce qu'elle est, voilà, ce qu'elle est sur le moment. Et ça, en fait, je dirais que ça appartient à la personne et en fait, ça vient d'une blessure, tout simplement. La personne s'adapte et elle n'est pas elle-même. Voilà, donc soit elle va prendre le pouvoir, soit elle va s'écraser par rapport à l'autre, par rapport à ce qu'elle fait. Donc voilà, donc je reviens sur mon parcours. De toute façon, tout ce que je vous dis fait partie du parcours, hein, de toute façon, parce que c'est un retour vers soi. Tout ce que je vous dis, c'est des choses, par exemple, qui, à un moment donné dans ma vie, je n'osais pas trop faire. Mais je voyais beaucoup de monde le faire. Et en fait, aujourd'hui, je le fais moi-même. Donc voilà, donc ça fait partie vraiment du cheminement, je dirais. Voilà, pas forcément du parcours de flamme jumelle, mais plutôt du cheminement de vie. Donc comment ça s'est passé avec Valérie? Moi, j'étais à Paris avec Aurélie, je travaillais à côté, je gagnais beaucoup d'argent parce qu'en fait, j'avais trouvé un job que j'avais déjà exercé dans les années 90. En sécurité incendie. Je me suis retrouvé donc en fait à repasser le diplôme entièrement, même si j'avais pas besoin de le repasser entièrement. J'avais juste normalement besoin de repasser la théorie. Bon, finalement, j'ai repassé tout entier parce qu'en fait, c'était plutôt une fierté personnelle en me disant genre que je préfère tout recommencer que de passer que l'examen. Je l'ai eu, je l'ai obtenu. Ce qui me plaisait, c'est de travailler dans les gares, parce que je retrouvais un petit peu le côté pompier, mais sans les camions. Et puis voilà, donc en fait, je me suis retrouvé dans des gares RER côté RATP, donc dans le RER A. Donc j'ai démarré à Gare de Lyon. On m'a muté ensuite, parce que par besoin, on m'a demandé de muter en fait à Nation, pour remonter un petit peu ce qu'on me disait à l'époque. Ma chef me disait, pour remonter le niveau, et là je lui ai dit, mais vous voulez que je remonte le niveau de quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous me placez quelque part au-dessus des gens. Et moi, je vais arriver dans un endroit que je connais pas. Et vous allez me placer d'entrée, en fait, au-dessus des gens. Donc, en fait, quand je vais arriver, vous me donnez un rôle dans lequel je vais me comporter comme quelqu'un qui est au-dessus, qui connaît, etc. Alors oui, j'étais compétent, oui, j'avais des grosses connaissances, oui, j'avais une expérience de sapeur-pompier en caserne, mais c'est pas pour autant que j'étais au-dessus des gens. Mais ma chef me plaçait au-dessus. Donc je suis arrivé, ça s'est quand même bien passé, mais à un moment donné, j'étais un petit peu en quarantaine avec les collègues. Donc en fait, je suis rentré un petit peu dans l'ego, moi à l'époque, où j'avais pris ce rôle-là un petit peu, et les gens s'en sont aperçus. Donc là, les mecs me disaient, bah, tu te prends pour qui, mais tu te prends pour le meilleur, mais de toute façon, tu sais, la boîte, si elle veut te virer, elle te virera, etc. Je dis, ok, pas de problème, les gars. Moi, j'ai rien contre vous, simplement, effectivement, là, vous travaillez un petit peu moins, vous dormez, vous faites rien, vous avez rien. Voilà, j'étais plus dans la critique que dans la construction et en échange, en communication positive, etc. Donc voilà, effectivement, à cette époque-là, j'étais hyper dans l'ego. Donc ça, c'était un petit peu avant de rencontrer Val. Voilà, donc je gagnais beaucoup d'argent, je faisais beaucoup d'heures supplémentaires. Au lieu de gagner 1800 euros par mois, je gagnais 3000 euros par mois, voire même un peu plus. Donc là, j'étais vraiment et dans le travail et dans l'argent. Donc ça m'a permis d'avoir pas mal de choses, de m'acheter pas mal de choses, c'était cool, une voiture neuve et tout, mais bon voilà, mais finalement c'était pas vraiment après, mais je l'apprendrai après, hein, c'était pas véritablement ce que je voulais au final. J'ai juste suivi en fait la voie de la famille d'Aurélie, et Aurélie qui me disait bah ouais mais tu devrais trouver un travail, etc., machin, comme ça on pourra partir en vacances, tout ça. Donc c'était plus pour répondre aux attentes des autres que mes propres attentes. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, moi en couple, à un moment donné, j'étais pas super bien avec Aurélie. Donc du coup, je me fondais en fait dans mon travail, j'étais super bien dans mon boulot, et du coup, je me fonçais dedans par ego et par mental. Et là, à un moment donné, il y a eu un événement dans ma vie, mais que je raconte déjà dans la vidéo sur Facebook en 2020. Il y a eu un événement dans ma vie à partir d'octobre 2018 jusqu'en février 2019. Là, cet événement-là, qui devait arriver, de toute façon, par mes
comportement des années précédentes, de toute façon par ego et par mental, devait arriver. Il est arrivé. Et là, j'ai réfléchi en fait sur moi et j'ai repris le travail en février 2019 et je commençais à être vraiment en réflexion profonde. Et là, j'ai dit ok, je vais démissionner, je vais partir dans le sud et je vais faire que de la musique. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de tout quitter, partir dans le sud avec les copains et vraiment aller vers qui je suis. J'étais vraiment en réflexion profonde à ce moment-là et c'est ce que j'ai fait en fait. En mai, j'ai appelé ma boîte en avril à Paris. Pourtant, je travaillais super bien. Les collègues me disaient, mais non, mais tu vas pas partir, Fred, putain, mais t'es le meilleur élément, machin et tout. Mais c'est pas possible, on a besoin de toi. Et ça, justement, je vous le raconte parce qu'en fait, ça, c'est l'ombre. Même si vous vous entendez bien avec les collègues, même si moi, je m'entendais bien avec les collègues, avec certains collègues et tout, qui étaient vraiment avec moi, où j'étais vraiment avec eux, on était vraiment potes et tout. En fait, c'est l'ombre quand même parce qu'en fait, c'est des gens qui vont vous retenir, en fait, dans cette boîte, dans votre travail, alors qu'en fait, vous, profondément, vous avez besoin de partir. Et en fait, ça reste l'ombre, en fait, parce que on veut vous maintenir, en fait, là où vous êtes. Donc, en fait, c'est là où j'ai eu le discernement, inconscient, hein, à ce moment-là, c'était encore inconscient, mais j'ai eu ce discernement, cette espèce de clarté, comme ça, en disant, bah écoute, ouais, c'est super cool, j'apprécie vraiment ce que tu me dis, mais j'ai vraiment besoin de partir. Je sais que là-bas, je trouverai peut-être rien, parce qu'ils demandent beaucoup de trucs, la carte pro, tout le bordel et tout, alors qu'en fait, à Paris, on me la demandait pas. En tout cas, pas les RATP. Mais c'est pas grave, moi, j'ai besoin de faire de la musique et que ça, et j'ai besoin d'avoir une maison, d'être à la campagne, à la nature. Et en fait, j'ai trouvé une coloc, en fait, en nature, dans une petite ville à côté de Béziers, pour rejoindre les copains, en coloc. Et j'avais rien. Voilà, j'avais très peu d'argent, j'avais que dalle, mais c'était pas grave, j'avais tout quitté. Et donc j'arrive là, je tourne et tout, je tourne avec les copains, on fait de la musique, c'est cool, je récupère mes dates pour récupérer l'intermittence et tout, etc. Bon, ce que je récupérerai pas parce que le Covid est arrivé derrière. Donc en fait, je donne ma démission en mai 2019. En juin, je finis donc mon préavis. Et en juin, je quitte totalement Paris et je pars en juin 2019, donc dans le sud. Là, vraiment, je suis prêt à partir. Mais il y a une raison que vous comprendrez après. Pourquoi, en fait, à ce moment-là, on me demande, en fait, de partir. C'est inconscient, hein. Au départ, moi, je sais pas vraiment, en fait. Je sais pourquoi, en fait, je pars, mais c'est pas vraiment conscient, en fait, au final. Tout le monde peut le faire, ça. Mais il y a une raison très claire, en fait, à un moment donné, que j'apprends et je l'apprendrai au mois de décembre 2020. 2019. La raison réelle pourquoi je suis parti dans le sud, en fait. Et en fait, donc voilà, donc au mois de juin, j'arrive, je vais à la plage et tout, je suis content et tout. Voilà, je vais me baigner, voilà, je suis bien, en fait. Je crois que je suis bien. Ah, c'est ça, en fait, le truc qui est troublant. C'est qu'en fait, je crois que je suis bien. Alors qu'en réalité, ça n'est que de la façade, ça n'est que de l'illusion. Et donc, je rencontre quelques personnes, je sors un petit peu avec et tout ça, avec quelques femmes et tout. Bon, ça, c'est des relations éphémères que je n'ai plus du tout aujourd'hui. Et là, en fait, Valérie arrive au mois d'octobre 2019. Ça se passe super bien, on se parle, elle trouve que je m'intéresse vachement à elle, que je m'intéresse à ses enfants, elle me dit que je suis le seul à faire ça et que en fait ça lui plaît, et que je cherche à la comprendre, etc. Donc voilà, elle me lance plein de trucs dans lesquels elle se sent bien. Donc là, on se rencontre au mois de novembre. Et là, elle arrive vers moi, et ça c'est très particulier, je m'en souviendrai toujours, parce qu'en fait, ça a une pertinence, ça a une réelle définition pour moi, compréhension pour moi beaucoup plus tard de ce qu'elle me dit quand elle me voit. Elle arrive, elle me court après, elle me prend dans ses bras, elle me serre, elle me dit c'est toi, c'est toi, c'est toi. Le c'est toi, en fait, pour moi, il a une signification beaucoup plus tard. C'est qu'en fait, elle m'a reconnu, en fait. Elle m'a reconnu profondément, elle m'a reconnu, mais c'était inconscient.
Et alors qu'en fait, moi, je suis resté vraiment droit, calme, tranquille. Je la détectais déjà, hein, j'avais déjà des détections sur elle, mais c'était inconscient pour moi, c'était des détections médiumniques, mais j'avais pas conscience de qui j'étais réellement encore à ce moment-là, à part musicien. Voilà. Mais même là, j'avais pas conscience qu'en fait c'était ma mission de vie. Je savais simplement que c'était fait pour moi, que c'était moi et que ça me faisait beaucoup de bien et que je me sentais vraiment bien là-dedans. Mais Valérie, quand elle est arrivée, elle m'a sorti ça, putain, j'ai rien compris, quoi. Je dis, merde, putain, c'est quoi ce truc? Mais j'ai pas réagi, en fait, là, je dis ça comme ça, mais j'ai pas réagi particulièrement, quoi. On va dans un bar, on discute et tout, puis là, je sens qu'elle s'adapte, en fait. Je le sens, inconsciemment, je le sens qu'elle s'adapte, en fait. Alors, mais alors, Philou, c'est qui? Un tel, parce que je parlais du guitariste du groupe. Mais alors, du coup, ouais, mais alors, du coup, Philou, ouais, mais alors, qu'est-ce qu'il a fait et tout? Donc voilà, elle s'intégrait, mais en même temps, inconsciemment, je sentais qu'elle s'adaptait. En fait, elle connaissait pas Philou, mais elle parlait de lui comme si qu'elle connaissait. Voilà, c'est comme si qu'elle s'adaptait, en fait, à moi, pour me plaire, en fait. Voilà, c'était ça. Mais je l'ai pas ressenti comme ça sur le moment, mais ça a été ça, en fait. Donc voilà, on discute, on échange et tout, puis on arrive à la maison, puis je lui dis, écoute, là, t'es vraiment la seule femme qui rentre ici, et j'attendais en fait vraiment la bonne personne pour la faire entrer dans ma vie et ici, voilà, dans le logement que j'occupais en campagne, à côté de Béziers. Donc là, ça avait une importance pour moi, c'était inconscient, mais ça avait une importance pour moi, que ce soit elle qui rentre, et pas quelqu'un d'autre. Donc déjà, quelque part, on me mettait sur le chemin, mais je n'avais pas conscience. Donc là, voilà, on se développe, on parle ensemble, mais je sens une fermeture. Je sens que quelque part, elle est fermée, et ça me met en miroir, en fait, par rapport à moi, où moi, j'ai des appréhensions. Je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je la sens fermée, mais moi, en même temps, je me sentais fermé aussi, parce que je me sentais pas en développement avec elle, alors qu'en fait, ça se passait super bien. Dans la rencontre, ça se passait super bien, mais elle était assez fermée. Et du coup, moi aussi, forcément. Donc je parle d'elle, mais sachez qu'en fait, quand je parle d'elle, je parle de moi aussi, attention. Puisqu'en fait, c'est elle qui m'a montré en miroir, en fait, toutes ces parts, en fait, que j'avais de fermées. Donc mon rôle à moi, dans cette relation, c'était de lui montrer ses parts de lumière. Et elle, toutes mes parts d'ombre. Voilà où on en était. Mais ça, je l'apprendrai beaucoup plus tard. Donc voilà, la relation se passe, elle est à la maison, elle ose pas trop se développer, elle reste là comme ça, elle bouge pas trop, elle attend un petit peu quelque part qu'on la place. Donc, mais il faut savoir que moi je vous raconte là voilà tout ça, et il faut savoir que moi aussi je faisais la même chose en fait chez elle. J'attendais quelque part qu'elle me place, alors que je suis plutôt quelqu'un à la base, en fait, qui ose, qui est spontané, qui prend sa place et quitte à s'en prendre plein la tronche, c'est pas grave. Voilà, je suis plutôt comme ça en fait, de nature. Alors qu'avec elle, en fait, ça m'a bloqué quoi. J'attendais plus qu'elle me place. Alors qu'à un moment donné, oui, chez elle, en fait, on faisait la cuisine ensemble, on faisait la vaisselle ensemble et tout. Voilà, c'est là j'étais bien. Mais chez moi, je faisais la même chose en fait qu'elle, en miroir. Et on en est arrivé à une conclusion. Enfin, moi, je lui ai dit à un moment donné, je dis, je me sens oppressé, j'ai l'impression que tu me laisses pas de place. Et en fait, moi, je faisais exactement la même chose chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, elle se sentait oppressée. Elle me l'a pas dit, hein, elle m'a pas dit qu'elle se sentait oppressée chez moi, mais je le sentais. Alors que moi, je mettais les mots. Moi, j'avais la communication que elle n'avait pas, en fait. Voilà. Mais je sentais qu'elle était oppressée, que je lui laissais pas de place, en fait, chez moi. Elle me demandait, tu veux que je t'aide et tout? Mais non, t'inquiète et tout, je vais le faire et tout. Et elle faisait pareil, en fait, chez elle. Donc voilà un petit peu les comportements, mais il y a eu d'autres trucs. C'est qu'on est arrivé à un moment donné, elle me dit, voilà, moi je suis dans le contrôle, je contrôle tout, je contrôle les trucs et tout. Moi je savais pas trop quoi lui dire. Je fais ah bon, ok, bon, je savais pas trop ce que c'était. Vraiment, je savais mais sans plus quoi. Voilà. Et du coup, voilà, elle a eu ce comportement-là. Elle me disait comme si qu'elle attendait quelque chose de moi, comme si qu'elle attendait qu'en fait je lui dise comment faire, quoi faire, alors que moi je savais absolument pas. Puis j'avais pas l'intention de lui dire quoi faire. Donc elle me dit ça, et puis donc on prend sa voiture en fait pour aller à Montpellier.
Quelque part, elle était en train de me dire aussi, en fait, elle m'a proposé, elle m'a dit, bah, écoute, au retour, tu prends le volant. Donc c'était ça la fameuse phase de contrôle, c'est qu'elle, elle voulait prendre sa voiture et pas la mienne du coup. Ah, donc je me retrouvais en fait quelque part dépendant, et moi je disais rien en fait, moi je trouvais ça normal qu'elle prenne sa voiture avec ses enfants. Voilà. Elle était venue chez moi en fait avec ses enfants. Une première fois, elle est venue toute seule, je crois. Ouais. La première fois, elle est venue toute seule et la deuxième fois, elle est venue avec ses enfants. En fait, elle m'a dit, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi, je sais pas, c'est évident et pour moi, c'est évident que je te ramène enfin que je vienne avec mes enfants, avec toi et tout. Voilà, elle trouvait ça complètement évident. Moi, j'étais vraiment dans le recul, vraiment tranquille, genre presque rien à foutre, quoi. Alors que pas du tout. Au contraire, j'appréciais vachement le geste, j'adorais ce qu'elle faisait parce que pour moi, ça me rendait important du coup. Mais verbalement, en fait, je ne lui montrais pas comme ça, alors qu'elle, elle avait besoin de ça. Et je le savais pas. En gros, elle attendait, en fait, voilà, elle avait des attentes sur moi, et moi, inconsciemment, j'en avais sur elle, mais voilà, je disais rien. Et un soir, donc ça, tout ça, c'est mes comportements et les siens. Je vous raconte tout ça, les deux comportements, en fait. Et on rentre de Montpellier, parce qu'en fait, il y a eu une embrouille à Montpellier, c'est que moi, je me suis planté de chemin, parce que le GPS, il m'a planté à pied, hein, à pied pour aller sur la place. Il m'a planté, il m'a ramené dans une rue en dessous, dans un tunnel, alors qu'en fait, la rue était au-dessus. Mais en fait, le GPS, il fait pas la différence. Donc je lui dis, moi, t'inquiète, t'inquiète, c'est là, et tout, t'inquiète, t'inquiète, c'est là. Donc inconsciemment, par ego, en fait, je l'emmène à un endroit qui n'est pas le bon, mais c'est inconscient, en fait. Bon, moi, c'est là, j'en suis sûr, et voilà. Et en fait, bah, elle est avec ses enfants, en fait. Donc du coup, pour elle, elle prend ça comme un danger. Donc elle prend ça comme quelqu'un qui l'emmène dans un danger. Donc elle est tellement dans ses peurs qu'en fait, du coup, elle a pas confiance en moi. Bon, bah ok. On fait demi-tour et là, on monte sur la passerelle, on trouve le chemin. Mais là, elle a moins confiance en moi, elle a peur. Elle se dit, bah le mec, il m'emmène n'importe où. C'est quoi ça? Oh là là. Voilà. Donc elle a besoin de confiance, elle a besoin de sécurité. Mais moi, en fait, je calcule pas comme ça, en fait, à ce moment-là. Je me mets t'inquiète, il n'y a pas de danger, y a pas de souci, on va la trouver, la route, ne t'inquiète pas, y a aucun problème. Là, je me suis planté, il n'y a pas de souci. Le GPS m'amène là parce qu'il fait pas la différence entre les deux, au niveau du relief. Voilà. Donc, on monte, et là, il y a ces enfants, en fait, qui s'éloignent un petit peu, on les perd un petit peu dans la foule, et là, je commence à les chercher. Et là, je lui dis, ils sont là, ils sont là. Je me dirige vers ces enfants pour les récupérer. Elle me dit, non, mais là c'est bon, je m'en occupe. Ah, ok. Ok, c'est pas tes enfants ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement ce qu'elle m'a sorti. Mais en tout cas, c'était assez virulent. Et moi, je l'ai pris comme, voilà, j'ai pris un jet dans la gueule. Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions. Hein. Je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je me sentais pas à ma place à ce moment-là. Vraiment, je me sentais vraiment pas à ma place. J'avais un gros malaise en moi. Les angoisses qui commençaient à monter, je me dis, wow, putain, si je commence à sortir mon ego. En fait, c'est mon ego qui commençait à sortir, mais comme si que je le retenais inconsciemment. Parce que si je m'y mets moi, en fait, dans les paroles, à lui dire, ouais, bah écoute, là, tu me casses les pieds, là, c'est bon, tu me parles comme ça, c'est bon, moi, ça suffit, tu me parles pas comme ça, je suis pas ta merde. J'aurais pu lui dire ça, en fait, je me suis retenu. Parce que j'aurais parlé par ego. Donc quelque part, c'est que j'avais un petit peu quand même dans ma vie cheminé pour éviter de dire des choses. Mais en même temps, des fois, on évite de dire des choses par peur de perdre l'autre. Donc en fait, voilà, la question que je me suis posée, c'est pas tout de suite, mais plus tard, c'est est-ce que j'ai pas fait ça par peur de la perdre plutôt que en fait d'éviter mon ego. Oui, par ego, j'ai évité de lui dire parce que c'était mon ego, mais en même temps, j'avais aussi peur en fait de la perdre. C'est ça aussi surtout. Donc c'est à ce moment-là où on a besoin d'être vrai en fait avec soi. Donc soyons vrais avec nous, avec nous-mêmes, en se disant que oui, c'est pas que par peur d'avoir un ego vis-à-vis de l'autre, mais aussi par peur de le perdre. Quand on est vrai, ça se passe bien. Donc là, voilà, il y a ça, et je monte dans la voiture. En fait, je me sens pas bien. Je remonte dans la bagnole. Déjà, je me mets à l'écart d'elle. En fait, il y a une deuxième embrouille après. On arrive vers le parking souterrain. Là, je lui dis, bah écoute, on est rentré par la droite. Par la gauche. Et là, elle commence à crier, non, mais non, c'est à droite, moi je sais, tout, c'est à droite et tout, machin. Elle commence à crier. Bon,
Je dis ok, là ça se passe pas trop bien. Je me dis elle est chez moi avec ses enfants. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Et là dans ma tête il se passe un truc, c'est que j'ai envie d'aller à la gare, prendre le train et rentrer chez moi. Et qu'elle elle rentre en voiture, qu'elle prenne ses affaires et qu'elle parte quoi. Voilà, ça c'est l'envie que j'ai sur le moment quoi. Je suis très en colère, je suis très énervé, mais je me retiens à mort quoi. Euh, Donc voilà pour ça. Et donc je monte dans la voiture et là j'ai cette espèce de peur dans le ventre, cette espèce d'angoisse qui monte dans le ventre ou là. Et comme par hasard, il y a son fils en fait derrière, le plus grand, euh, qui dit, qui demande en fait, qui dit c'est quoi une angoisse, c'est quoi Alors que moi j'avais pas parlé d'angoisse, hein, j'avais pas donné de mots, j'avais rien dit du tout. Mais c'est comme si que l'univers envoyait ce message à son fils pour que moi je puisse exprimer quelque chose. Et là je lui dis bah écoute ça tombe bien, justement une angoisse c'est ce que j'ai actuellement dans le ventre, ça se situe dans le ventre et c'est quelque chose qui te dit qu'en fait il y a quelque chose qui va pas, que t'es pas à ta place, que t'es pas bien, qu'il y a un malaise. Et je lui dis là c'est exactement ce que je ressens moi en ce moment. Donc là du coup ça me permet de m'exprimer. Et à un moment donné, Valérie me tient la main, me dit mon cœur, ça va pas, qu'est-ce qui va pas et tout. Donc là, elle se calme, en fait, elle est très calme. Et je dis non, mais t'inquiète, je te raconterai. Donc là, moi, je suis vraiment fermé, quoi. Vraiment fermé. Là, j'ai mon ego qui prend la place, mais dans le calme, hein. C'est en fait sans violence, sans rien. Alors qu'en fait, le débat, le comportement de Valérie a été assez violent psychologiquement et physiquement parce que c'est verbal, c'est physique quoi. Donc c'est assez violent et je prends ça dans la gueule quoi. Et bon, il y a eu d'autres trucs hein, dans des magasins, tout ça, il y a eu d'autres trucs où j'avais l'impression d'être moi, les enfants et Valérie. On n'était pas du tout ensemble, elle était devant, il y avait les enfants devant, elle derrière et moi derrière. Pareil, en fait, elle n'était pas dedans. C'est comme si qu'elle contrôlait en fait la situation et la relation. Voilà, elle était hyper dans le contrôle de la relation. Je fais comme j'ai envie, t'es là, mais t'es juste une présence en gros. Voilà, c'était ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas à l'époque. J'étais vraiment une présence pour qu'elle soit pas seule et qu'elle soit accompagnée, que ça fasse bien et voilà. Bref, donc moi, elle me faisait ressortir toutes mes peurs. Le contrôle, j'étais en plein dedans parce qu'en fait, je disais rien ou pas grand-chose. De peur en fait d'être dans mon ego et de balancer des trucs, de lui dire écoute là c'est bon quoi, tu me casses les couilles quoi. En gros hein, pour parler franco, ça suffit, casse-toi, vas-y dégage. En fait voilà, si j'avais voilà j'aurais pu parler comme ça en fait. Donc voilà, donc en fait on rentre, et moi je monte en fait dans mon appart. Et là je me prends la tête en fait, je me prends la tête à deux mains, je commence à crier mais en silence. Et là, je me dis, putain, il y a un truc qui va pas, quoi. Je serre les dents et tout. Et voilà, donc je redescends et je vais fumer une clope. Valérie arrive, et elle me prend le bras et puis elle me dit, mon cœur et tout, qu'est-ce qui va pas et tout, raconte-moi et tout. Donc là, elle est toute calme, elle sent qu'il y a un truc qui va pas. Donc elle revient au calme. Et elle me demande, et je lui dis, écoute, mon cœur, moi, je t'aime très très fortement, je t'aime très fort, sache-le. Mais par contre, je te demande en fait de ne pas me parler de cette manière-là et voilà, en gros, de te comporter autrement avec moi. Donc là, elle dit rien, mais elle le prend très très mal, elle le prend comme du rejet, alors que moi, je vais vraiment parler dans la communication. Moi, avec elle, en fait, ça se passait très très bien. J'étais très calme avec elle. Il n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas de violence, il n'y avait rien. Sauf qu'elle avait elle avait effectivement des comportements violents. Mais c'était aussi mes comportements intérieurs, parce que moi aussi, dans ma vie, j'étais violent avec des femmes et tout, etc. Donc, faut pas que je me voile à ce moment-là, la vérité. Donc, effectivement, ça me fait remonter ça. Mais j'ai aucune envie de violence, j'ai rien avec elle, je suis complètement apaisé. C'est comme si j'étais anesthésié avec elle, où j'avais envie de rien sauf de l'aimer, quoi. Voilà. Et de lui montrer que ma part de lumière. Voilà, c'était assez bizarre comme sentiment, mais c'était comme ça. Par contre, elle, le lendemain, effectivement, elle a des gestes de violence physique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je fais le lit, en fait, dans lequel avaient dormi les enfants, pour partir à la plage et pour remettre l'appartement, le bas, en fait, le côté bas qui était à ma coloc, le côté bas correct et tout, propre et tout. Et je fais le lit pour avancer et pour éviter à Valérie, en fait, pour lui permettre d'avoir un peu plus de temps pour autre chose, parce qu'on voulait faire à manger avant de partir et tout. Donc voilà. Seulement, Valérie, en fait, l'a pris autrement. Elle ne l'a pas pris de cette manière-là.
Elle est arrivée, quand j'ai fait le lit, je dis voilà, tout est fait, ne t'inquiète pas et tout, comme ça on aura le temps de faire autre chose et tout. Donc là, moi, c'est comme si je prenais le contrôle en fait. Et ça, elle n'a pas supporté. Donc en fait, ça s'est traduit comment? Et c'est un problème de communication du coup. Parce que comme on communique pas de manière très claire, du coup, elle le prend comme du rejet. Voilà, donc là, elle est dans sa blessure de rejet. Donc là, à ce moment-là, elle perd le contrôle parce qu'en fait, elle pense que moi, je prends le contrôle de la situation. Et donc, en fait, je prends le contrôle d'elle. Alors qu'en fait, pour moi, c'était absolument pas ça. Mais elle l'interprète comme ça. Et en fait, elle me pousse, en fait. Je lui parle, je veux la prendre dans mes bras, et en fait, elle me pousse physiquement, et je tombe sur le canapé. Voilà, donc c'est un geste violent physique. Voilà, donc là, moi, je ne dis rien. Il y a les enfants qui sont derrière, dans la pièce d'à côté, mais en fait, la pièce d'à côté, elle est ouverte, donc en fait, ils voient. Donc, imaginons qu'en fait, j'ai ce même geste envers Valérie pour la pousser ou n'importe quoi pour répondre de manière similaire à son geste. Il y a les enfants derrière. Donc, en fait, moi, en fait, je ne dis rien, je reste hyper calme, mais également par ego, en fait, quelque part. Pour éviter aussi un conflit devant les enfants, mais pour éviter aussi quelque part, au fond, de la perdre. Parce que si on se bagarre, c'est quelque part, à ce moment-là, c'est un petit peu ce qu'elle cherche. Donc moi, je ne lui donne pas en fait ce qu'elle attend. Donc je pense que de toute façon, par défaut, c'est très très bien ce que j'ai fait et je le sais. Je ne regrette absolument rien. On part à la plage, mais il se passe un truc, c'est que Valérie, en fait, elle se sent pas bien et je le ressens, mais profondément, et je ressens une espèce d'angoisse dans mon ventre. En réalité, je saurais beaucoup plus tard qu'en fait, ces angoisses que j'avais dans le ventre, ce n'étaient pas mes peurs, mais c'était ses peurs à elle que je ressentais. Donc je ressentais en fait quelque chose qui ne m'appartenait pas, mais je pensais que c'était moi. Mais quelque part aussi, moi, ça m'appartenait à une partie parce que je sentais que quelque chose se passait. Et là, regarde l'heure, du coup, je vais pas tarder à partir, alors que les fois d'avant, on est allé à la plage, elle partait beaucoup plus tard. Et là, elle voulait partir de la maison, dans l'après-midi, elle a pris toutes ses affaires avant de partir, elle voulait pas revenir dans la maison. Elle est partie vers 5 heures au lieu de partir genre à 6 heures, 7 heures, avec ses enfants. Et là, j'ai senti qu'en fait, elle reviendra pas. Et effectivement, quand je la prends dans mes bras, je sens un truc, je lui dis, écoute, au week-end prochain, parce qu'elle voulait revenir le week-end d'après, ça c'était prévu, mais pour avoir une réponse indirecte, en fait, moi, par peur d'avoir une réponse directe, et là, j'étais dans mes peurs, je lui pose une question indirecte. Je lui dis, écoute, je te dis au week-end prochain, puisque tu viens le week-end prochain. Ça, c'était une façon pour moi de contrôler la situation, de contrôler la relation. Inconsciente, évidemment, mais inconsciemment, je contrôlais en fait la relation par cet intermédiaire-là. Donc là, elle baisse les yeux, elle me prend dans ses bras, je la prends dans mes bras, elle baisse les yeux, elle me regarde plus à ce moment-là. Je comprendrai pourquoi. Et là, elle me dit, ça dépend, parce que là, j'ai une soirée avec des amis vendredi, j'ai ça, puis il y a le crédit qui arrive pour la maison, machin, ta. Et là, je la regarde, en fait, je lui dis, ouais, en gros, ça va dépendre de ton humeur. En gros, ça voulait dire, ça va dépendre, en fait, de rien du tout. C'est uniquement qu'en fait, c'est que tu ne vas pas venir et que tu ne reviendras plus et que tu ne sais pas comment me le dire. Donc moi, en miroir, j'étais comme elle. Je ne savais pas comment lui poser la question directement et d'avoir une réponse directe. J'avais peur d'avoir la réponse directe. Et elle avait peur, en fait, de me dire directement les choses. Donc, en fait, on était en miroir sous forme différente. Donc elle part, moi je la suis parce qu'on prend la même route. Elle tourne à gauche pour prendre l'autoroute et moi je vais tout droit. Mais à un moment donné, j'ai eu envie en fait de tourner pour aller au péage avec elle et de lui parler une dernière fois. Sauf que c'est pas ce que j'ai fait, j'ai continué tout droit. J'ai envoyé un message et je lui ai dit, écoute, j'ai l'impression que tu ne reviendras pas. Et elle m'a pas répondu. Et quand je lui ai dit, écoute, j'espère que la route se passe bien pour toi et tout, etc. Et là, elle m'a répondu là-dessus. Donc elle m'a dit, oui, je me suis arrêté, j'ai fait une pause et tout. Donc on a continué à parler jusqu'à peu près 22-23 heures, je crois. Elle m'a dit, je suis bien rentré à la maison, les enfants se prennent leur douche et tout. Là, je suis bien rentré et tout, c'est cool, j'espère que tu vas bien, repose-toi. Elle m'a dit, voilà, en partant, elle m'a dit, repose-toi. Comme si, inconsciemment, elle savait que ce qu'il allait se passer après. Parce qu'effectivement, après, je vous garantis qu'une fois que, après, quand elle a fui,
Je vous garantis que du repos, j'en ai eu besoin. Hein. Ah ouais, très clairement, du repos, j'en ai eu besoin. Mais avant ça, en fait, ça c'était la deuxième fois où elle a fui. Mais il y a eu une première, en fait, que je vous ai pas raconté. Il y a eu une première fuite à laquelle elle est revenue après. Elle a fui une première fois en décembre, début décembre. J'avais un concert, moi, à Béziers, un super concert à Béziers auquel elle devait venir. Et quelques jours avant, elle me dit, écoute, j'étais en répétition, en fait. Et là, habituellement, en répétition, très souvent, elle m'appelle. Et moi, je lui fais écouter, en fait, la répétition au téléphone. Donc, elle reste au téléphone, elle mange, elle fait son repas et tout ça. Sauf que là, en fait, elle a raccroché. Et moi, je la rappelle pendant la pause. Et pendant la pause, quand je la rappelle, elle me dit, oui, oui, je voulais t'appeler, je voulais te parler. Et là, moi, je sens qu'il se passe un truc. Je sens que ça se passe pas bien, quoi. Et là, elle me dit, écoute, le week-end prochain, je vais pas venir parce que je le sens pas, je me sens pas venir et tout, etc. Et là, forme de contrôle, voilà, inconsciente, mais je le saurai plus tard. Là, je lui dis, bah écoute, qu'est-ce qui se passe? Viens à la maison, on en parlera ce week-end et tout, on en parlera, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème et tout, viens et puis on en parle. Ça, pour moi, à cette époque-là, moi je le savais pas, mais je l'ai su plus tard, c'est que c'était une forme de contrôler la relation. C'est-à-dire de ne pas respecter son choix de ne pas venir. Voilà. Et elle me dit à un moment donné, non mais c'est bon, je viens pas, respecte mon choix et tout. Donc elle me lance là-dessus, alors que c'était à moi en fait de le savoir. Inconsciemment, je le savais pas. Consciemment, je le savais pas, mais inconsciemment, en fait, je respectais pas son choix en fait, oui. Mais c'était une manière pour moi de contrôler la relation. Voilà, mais je le prenais pas comme ça, moi, à ce moment-là. Moi, je le prenais comme quelque chose de bien, mais t'inquiète pas, je vais te rassurer. En fait, c'était une forme de contrôle. Et là, elle me dit, non, non, mais il y a plein de choses, voilà. Mais je dis, mais dis-moi ce qui se passe. Et toi, elle me dit, écoute, moi, Alors, voilà, toutes les excuses à l'époque qu'elle avait trouvées pour, en fait, justifier son départ, c'était en fait... Ah, là, j'ai tordu ma fourche, là, pour me gratter. Bon, c'est pas grave. C'était uniquement pour fuir. Donc elle m'a dit oui, j'aime pas ta façon de t'habiller, j'aime pas ta façon d'être, comment tu es, etc., etc. En gros, qui tu es, j'aime pas. Voilà. Sauf qu'en fait, moi, j'apprendrai beaucoup plus tard dans ces silences, et c'est là où je vous dirais qu'en fait, les silences alors je vais dire le runner, mais le fuyant, sont importants. C'est qu'ils vous donnent des réponses. Voilà. Ils vous donnent des réponses en fait sur ce que vous devez savoir. Euh, donc là, donc voilà, donc en fait elle veut pas revenir, mais quelques jours après, moi en fait j'écris une lettre. Moi elle m'a reconnecté à moi-même, donc en fait elle m'a reconnecté au fait d'écrire des choses manuellement. Donc là je me mets en fait à écrire une lettre. Je lui écris une lettre, je lui envoie une lettre manuscrite et je lui formule des choses dedans. En lui disant ne t'inquiète pas, je comprends ton départ, je comprends, c'est pas grave, moi je sache que je t'aime. Voilà, appelle-moi si tu en as envie, etc. Donc là, j'étais un petit peu moins dans le contrôle, j'étais un peu plus dans le cœur. Et donc elle l'a ressenti. Du coup, c'est marrant parce que voilà, en fait, sachez-le, en fait, c'est que le runner, en fait, il ressent tout. Donc en fait, il ressent si vous êtes dans le cœur ou si vous êtes dans votre ego. Et là, en fait, elle ressent toute la partie de mon âme, en fait, toute la partie de mon cœur. Et là, elle me dit, en fait, elle avait déjà tenté, parce que moi, j'avais un problème de téléphone à ce moment-là. Donc, j'avais pas eu son message, en fait, sur Instagram. Sur Insta, elle m'avait envoyé un message, mais j'avais pas eu la notification, j'avais rien eu. Ce message-là, je l'aurais que le lundi d'après, alors qu'elle m'avait envoyé ce message-là le vendredi, je crois. Donc, en fait, j'ai ce message le lundi, alors que j'avais envoyé une lettre, moi, le lundi. Et qu'elle recevra en fait le mardi. Donc en fait le mardi, elle me contacte. Alors en fait moi j'ai son message. Ouais, j'ai son message sur Insta et sur comment ça s'appelle, WhatsApp. Mais en fait j'ai pas les messages en fait. Ça arrive qu'après. Moi j'avais un problème technique au niveau du tel. Donc j'arrivais pas à avoir les messages. Donc là, je vois qu'elle m'a envoyé donc 2 fois le même message en fait sur WhatsApp et Insta. Et là, je lui réponds sur WhatsApp
Et je lui dis, bah écoute, tu sais que, elle me dit oui, j'espère que tu vas bien. Tu as oublié ton bonnet chez moi. Donne-moi ton adresse, je te le renvoie, etc. Là, moi, je comprendrais que, en fait, c'est une excuse qu'elle avait trouvée à l'époque pour pouvoir revenir, pour pouvoir avoir un contact avec moi. Donc, je la recontacte et je lui dis, bah écoute, tout va bien pour moi, je vais bien, mon concert s'est très bien passé. Parce que du coup, le concert, il était passé. Et en fait, elle m'apprendra après qu'elle voulait venir, en fait, ce week-end-là, finalement. Qu'elle voulait pas fuir. Que finalement, elle avait réfléchi, qu'elle voulait venir au concert. Mais comme elle n'avait pas de nouvelles de moi, qu'elle n'osait pas venir directement. Ce que j'aurais adoré, hein. Alors, elle serait venue spontanément. Moi, ça aurait été plutôt dans mon caractère, dans ma personnalité, ça aurait été plutôt ça. Je serais venu spontanément et lui expliquer sur place que voilà, n'ayant pas eu des nouvelles, je viens, voilà, parce que je voulais te dire que je voulais venir, etc. Moi, j'aurais plutôt été comme ça. Mais Valérie, elle, non, elle a fait à sa manière, elle n'a pas osé, parce qu'en fait, elle s'est dit, bah, s'il ne me donne pas de nouvelles, c'est qu'il veut pas de moi. Alors que pas du tout. Bien au contraire. Donc, vous voyez les systèmes de communication de l'un, de l'autre. L'un pense pour l'autre et en fait, il pense que, alors qu'en fait, moi, je pensais absolument rien du tout. Et moi, j'avais pas de nouvelles. Pour moi, elle était partie et je me sentais sous une autre forme, pas rejetée, mais plutôt abandonnée, mais sans le penser vraiment. Voilà. Donc en fait, au final, elle voulait venir. Donc en fait, on avait prévu du coup de se voir donc du coup le week-end d'après. Elle m'a proposé un jeudi en fait de venir chez elle et passer le week-end chez elle, le week-end d'après chez elle. Donc du coup avec ses enfants à partir du jeudi. Moi le jeudi j'avais un concert, donc je lui ai dit écoute je viendrai plutôt le vendredi. Finalement le concert s'est annulé et je suis venu donc du coup le jeudi et c'est là où elle m'a présenté ses enfants. Voilà. Ses enfants étaient au courant, tout ça. Donc en fait, ça s'est passé en quoi? En une semaine, quoi. Donc ça, c'était la première fuite. Donc la deuxième, je voulais raconter. Voilà. Bon, ça, c'était le début. Ça, c'était au moment de la fuite. Maintenant, je vais vous raconter un petit peu. On est à 1 heure, mais je vous raconte un petit peu et vous me direz après vous un petit peu comment vous vous sentez. N'hésitez pas à me raconter en fait vos parcours. Non pas par commentaire, pas forcément commentaire en petites lignes, mais si vous voulez me raconter ça par mail. Dans ce cas, il n'y a pas de problème, je prendrai le temps de le lire. Par mail, comment ça s'est passé pour vous. Du coup, bah, si vous me racontez de la même manière que moi, je saurai que ça me prendra 1 heure de lecture. Ça me prendra même plus parce que moi, en lecture, je suis beaucoup plus lent qu'en verbal. Donc, mais c'est pas grave, je prendrai quand même le temps de lire de vos parcours. Par mail, ce sera plus simple peut-être pour vous que sur des commentaires en fait YouTube. Ça sera un petit peu plus long. Et ça va noyer un petit peu le truc pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Donc là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé après? Moi, j'étais dans le silence par rapport à Val, donc j'ai pris un peu de recul. Fin décembre. Et en fait, le 24 décembre, en fait, je décide de monter chez elle. En fait, j'avais 2 heures de route à peu près à l'époque. Alors, faut savoir que... ouais, je vous ai pas raconté un truc, ouais. Faut savoir qu'en fait, quand on était ensemble, chez moi, Valérie, je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai dit, mais bah, elle a des yeux verts en fait. C'est un détail en fait qui est très très important pour ce type de personne. Elle a des yeux verts transparents, mais vert clair, mais incroyable. Moi, ce type de femme en fait brune aux yeux verts m'ont suivi toute ma vie. Ça, c'est un détail que je vous ai pas donné. Toute ma vie, ces femmes-là, dans mes couples, m'ont suivi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes relations amoureuses ont été des femmes brunes aux yeux verts. Vous comprendrez pourquoi, quand je vous donne ce détail-là, vous comprendrez pourquoi ces personnes-là m'ont suivi toute ma vie pour m'amener à Valérie, qui est brune aux yeux verts. Voilà. Et le petit détail que je ne vous ai pas donné, c'est que lorsque je l'ai vue physiquement, elle ne correspondait absolument pas à toutes les femmes que j'ai pu avoir dans ma vie au niveau corporel ou au niveau physique, sauf brune aux yeux verts. Et le visage. Mais le corporel, pas du tout. La taille, pas du tout. Et c'est là où en fait vous entrez en fait dans l'acceptation totale de l'autre. C'est que quand vous savez que c'est elle, vous acceptez tout d'elle et en fait vous n'avez plus de critères. Il n'y a plus les critères de l'ego qui viennent. Ah ouais, moi je la veux grande, 1m67, voilà, avec tel cheveux, telle tête, tel visage, tel machin, fine, machin, pas fine, avec des seins, pas de seins.
Vous avez plus ces critères-là, en fait. Moi, quand Valérie, elle est arrivée, j'ai dit, waouh, ouh, rock'n'roll, ouais, c'est elle. Et pourtant, Valérie, elle fait 1m63, elle a des super belles formes, et pourtant, en fait, je l'aime profondément, telle qu'elle est, et comme elle était là, à cette époque-là. Voilà, déjà, d'entrée, alors que je sortais à peine de l'ego, enfin, j'y étais encore, mais sous une autre forme, cachée. Donc en fait, voilà, ce petit détail est très important parce qu'en fait, c'est la voix que j'avais entendue en 2005. Et ben lorsque je l'ai entendue au téléphone, quand elle m'a appelé avant de la voir, physiquement, parce qu'on s'était rencontrés à l'époque sur Mythique, avant de la voir physiquement, quand je l'ai eu au téléphone, d'entrée, hein, quand je l'ai entendue, je lui ai dit c'est elle. Je lui ai dit c'est toi. J'ai dit Valérie, c'est toi. Elle me dit comment ça? Je lui ai dit ben c'est toi. En 2005, j'ai entendu ta voix, ton intonation, ton accent, mais je ne voyais pas ton physique. Et c'est cette voix-là que j'entendais. C'est toi. Je lui dis, c'est toi. Donc ça, c'était avant de la rencontrer. Et elle, du coup, quand elle m'a vu, elle m'a dit, c'est toi, c'est toi. Mais elle me l'avait déjà dit avant. En fait, quand on avait discuté au téléphone, elle m'a dit, oui, je ne sais pas pourquoi, mais moi aussi, c'est une évidence. Je sais que c'est toi. Voilà. Pour mes enfants, pareil, j'ai envie de te les présenter très, très vite. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais jamais fait ça avant, mais je sais que c'est toi. Voilà ce qu'elle me disait à l'époque. Donc, vous, dans vos parcours, ne collez pas au mien, mais si vous entendez des choses comme ça, si vous voyez des choses comme ça, vous rencontrez, enfin, vous ressentez des choses comme ça, ou votre runner a ressenti des choses comme ça, il y a peut-être quelque chose, je vous dis bien peut-être, parce qu'on n'a pas les mêmes parcours non plus. Donc attention, ne rentrez pas non plus dans l'ego aussi, là, à ce moment-là, dans le mental, à essayer de coller au parcours de l'autre. C'est complètement différent. Moi, je vous le raconte en détail parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est pas forcément le parcours en lui-même. Tout le monde le connaît, le parcours. Mais ce sont les détails, en fait, que chacun peut vivre, en fait, sur des mêmes faits, mais sous des formes différentes. Et c'est ça qui est intéressant parce que chacun ne le vit pas de la même manière. Donc voilà, le deuxième détail que je vous donne qui est très très important, c'est que lorsque Valérie était à la maison, on était sur le lit, et là je la regarde dans les yeux, c'est pour ça que je vous donne le détail des yeux, je la regarde dans les yeux, mais moi je me noyais dans ses yeux, moi je regardais ses yeux, j'étais amoureux, moi. Ah ouais, les yeux verts transparents, laisse tomber quoi. Putain, c'est un truc de fou quoi. Faut la voir, hein, vous l'avez pas vu, mais oui c'est normal. Mais franchement, putain, sans déconner, vous voyez ses yeux, mais ça, waouh. Ah, on se noie dedans, quoi. Il y a un message dedans. Et je lisais, mais son âme, mais d'une puissance 1000, je lisais son âme, mais comme jamais. Et je la regarde et je lui dis, toi, tu vas me rendre meilleur. Voilà la phrase que je lui ai dite. Toi, tu vas me rendre meilleur. Et elle m'a regardé fixement dans les yeux. Et elle a hoché la tête, genre, bah, ouais, peut-être, ouais. Et à ce moment-là, elle était évidemment dans une inconscience, mais elle ne savait pas pourquoi je lui disais ça, mais elle ressentait tout, en fait. Et c'était une lecture d'âme en direct, voilà. Et là, à ce moment-là, il s'est passé plein de choses, quoi. Et pareil, hein, au niveau sexuel, il se passait plein de trucs, il y a une espèce de reconnexion où moi, j'avais en permanence envie, quoi. Et elle, pareil, elle me disait la même chose. Elle me dit, putain, mais c'est bizarre, j'ai tout le temps envie et tout. Et moi, pareil. Donc, en fait, c'est une espèce de reconnexion physique, d'âme et tout, de tout. C'est un mélange explosif. Et effectivement, après ça, en fait, les peurs sont remontées de chacun. Voilà. Donc ça, c'était la partie, voilà, où on était ensemble. Maintenant, quand elle est partie, ce qui s'est passé, j'étais dans un trou noir. Trou noir total, hein. Comme jamais j'ai ressenti de ma vie. Mais jamais j'avais ressenti ce trou noir. Ma coloc était partie en fait en vacances de Noël chez ses parents sur la Côte d'Azur. Et en général, quand elle part à peu près 2 mois. Donc en fait, tout l'été, moi j'étais seul. Enfin déjà, 2-3 mois, je vous parle de l'été, la partie d'été. Mais l'hiver, pareil, elle part à peu près 1 mois, 2 mois. Donc du coup, mois de décembre, janvier, j'étais tout seul. Donc là, mais déjà dans les premiers jours où elle est partie, waouh,
Il y a eu bon, j'ai gardé un peu le silence pendant un moment. Une semaine après, je lui ai renvoyé des messages. Donc là, je vous parle de la période du 19 décembre à peu près. Bon, voilà, enfin après, on s'en fout. Mais le 24 décembre, en fait, je décide de partir chez elle. Voilà. Je fais la route pendant 2 heures. Je pars chez elle. Et là, je frappe. Elle dit qui c'est. Je dis, bah, c'est le Père Noël. Elle a su qui c'était. Je pense savoir pourquoi, mais elle a su qui c'était. Parce qu'elle a pas, quand j'ai parlé, elle n'a pas entendu d'accent toulousain. Donc en fait, je pense que ça va être ça. Elle ouvre la porte et moi je m'étais habillé, j'avais mis un pantalon, un pull et tout, un pull de Noël, j'avais mis du parfum et tout ça. Donc quelque part je m'étais un peu adapté. Et là elle était en train d'emballer des cadeaux pour ses parents pour le lendemain parce elle ne fait pas le réveillon, elle fait le lendemain avec ses parents. Voilà. Donc je savais qu'elle était chez elle. Et là, on commence à discuter, je la sens complètement fermée, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux me dire. Bah écoute, je suis venu pour discuter avec toi, etc. Donc là, on pose les valises, et je lui dis, bah voilà, j'aimerais savoir ce qui se passe et tout. Donc là, pour moi, déjà à ce moment-là, inconsciemment, bien sûr, j'étais dans un comportement contrôlant, parce que comme je n'acceptais pas son départ, je suis venu, moi, pour récupérer la situation. Donc là, j'étais dans ma forme de contrôle. Donc dans mon ego. Ben, pour moi, à l'époque, ça me paraissait normal de venir discuter, tout ça. Alors que non, c'est un comportement dysfonctionnel. Il faut dire ce qui est, clairement. Hein. Sachant que elle, ça pouvait lui faire peur. D'ailleurs, ça lui a fait peur, mais elle a ouvert quand même. Ça lui a fait peur que je vienne. Elle s'est dit, putain, mais pourquoi je vais donner mon adresse? J'aurais jamais dû. Voilà comment un runner peut être dans sa tête, dans son corps, lorsque le chaser en fait vient chez elle, à l'improviste comme ça, en fait, ce que la personne peut ressentir, mais c'est irrationnel, hein. C'est complètement irrationnel. Il n'y a aucune violence, il y a aucune, personne ne l'a obligé à ouvrir la porte, personne ne l'a obligé à me recevoir en fait. Voilà. Donc en fait, c'est complètement irrationnel de se justifier comme ça derrière par des dysfonctionnements verbaux, comportementaux, en disant de l'autre qu'en fait il m'a fait peur, il est venu chez moi. Mais en fait, il n'y a personne qui lui a dit, en fait, mais personne t'a obligé à ouvrir la porte. Voilà. Il y a 2 portes, en fait. Il y a la porte en bas où il y a l'interphone, et il y a la porte du haut. Voilà. Donc, on est tous les deux dans des comportements dysfonctionnels, donc l'un ne comprend pas le comportement de l'autre, même si moi, quelque part au fond, je comprenais. Donc là, on discute. Et moi, je lui dis en fait ce que je pense. Donc je suis un peu dans les ressentis, je lui dis ce que je pense, ce que je ressens, etc. Et elle me dit à un moment donné, mais de toute façon, non, mais je te présenterai pas ma mère. Elle me parle de sa mère. J'ai compris à un moment donné, plus tard, que sa mère, c'était le symbole, quoi. C'était, voilà, si je te présente à ma mère, c'est que je suis fier de toi, que tu travailles, que tu as de l'argent, que tu as ce qu'il faut, et que, en fait, ma mère valide. Donc j'ai compris tout de suite d'où venait la blessure, quoi. Donc là, voilà, je lui dis, écoute, ta mère, voilà, que tu me présentes à ta mère ou pas, moi je m'en fiche un peu, quoi. Voilà. Et en fait, elle me comparait ça un petit peu à son ex-mari, qui effectivement pour elle était un pervers narcissique. Donc il faut savoir que le runner, très souvent, juste avant de vous rencontrer, sort d'une relation toxique. C'était le cas pour Valérie. En cours de divorce, son divorce a eu lieu en juin 2020, je crois. Ouais, c'est ça, juin 2020. Donc après, je n'en saurais pas plus, parce qu'après, j'étais plus avec elle, mais en tout cas, en juin 2020, il a eu lieu. Officiellement, hein, avec les papiers, tout ça, machin. Mais ça n'empêche que énergétiquement, la personne est toujours dessus. Surtout qu'elle a 2 enfants avec lui. Donc en fait, la relation, de toute façon, elle continuera toujours. Donc c'est pas évident. Vous arrivez derrière, et vous avez des comportements qui sont similaires, qui ne sont pas exacts. En fait, vous n'êtes pas pervers narcissique, mais vous avez des comportements similaires. Que elle, en fait, que le runner pense être pareil, et en fait, vous compare en fait à l'autre, et vous croit que vous êtes un pervers narcissique. D'où la fuite. Énergétique, en réalité, mais d'où la fuite dans le physique, parce qu'elle croit que vous êtes un pervers narcissique, que vous faites peur, et qu'en fait, voilà, vous n'êtes pas la bonne personne.
C'est pas grave. En réalité, si. Vous êtes la bonne, mais en fait, voilà. Mais sur le moment, vous n'êtes pas la bonne. Voilà. Et donc là, moi, je discute avec elle et puis elle arrive à fermer ses bras. En fait, elle ferme ses bras et elle finit par m'écouter. En fait, elle m'écoute, mais sans m'écouter. En réalité, elle me laisse parler parce qu'en fait, elle en a marre. Elle me dit non mais tu m'écoutes pas et tu me laisses pas en fait tu vas avoir raison et tout. Je fais pas du tout. Je fais c'est un débat, on échange. Ce que tu me dis, bah je te réponds. Alors qu'en fait on était dans un fonctionnement dysfonctionnel tous les deux. C'est-à-dire que moi je voulais absolument répondre, elle voulait me dire des trucs alors qu'en fait j'avais juste à l'écouter. Moi je lui disais des trucs pour répondre. Alors qu'en fait je suis quelqu'un à la base quand même qui écoute pour comprendre et non pas pour répondre. Mais quand j'étais dans les peurs à ce moment-là, j'avais besoin de répondre, de peur de perdre le contrôle en fait sur la situation. Voilà, ça c'est ce que j'ai guéri beaucoup plus tard, mais par rapport justement à la relation avec Valérie. Mais sur le moment, en fait, je suis dans les peurs et en fait, je suis dans le contrôle, alors que je crois qu'en fait, je suis en train de débattre, alors que pas du tout. Je suis surtout en train de contrôler la situation. Donc Valérie elle ferme ses bras. Et je la sens bloquée complètement. Donc moi, je parle. Du coup, elle m'écoute pas. Et à la fin, elle me dit, mais de toute façon, peu importe ce que tu me dis, de toute façon, pour moi, tout là, aujourd'hui, maintenant, là, c'est non. C'est toujours non. Voilà, je reviendrai pas. Voilà, elle me dit ça comme ça. Et là, moi, je dis, ok, laisse tomber. Écoute, c'est pas grave. Moi, j'étais content de venir. Si tu veux que je reste, je reste. Si tu veux que je rentre, je rentre. Elle me dit, non, tu rentres. Je dis, ok. Et elle me dit, à ce moment-là, et c'est bizarre, mais elle l'a senti que j'étais médium. Moi, à ce moment-là, je ne le savais toujours pas. Dans les ressentis, oui. Dans les phrases, oui. Mais dans la conscience verbale, non. Et là, elle me dit, ne lis pas dans ma tête, s'il te plaît. Ne lis pas dans ma tête. Alors qu'en fait, j'étais en train de lire dans sa tête, effectivement. J'avais tous ses ressentis, toutes ses pensées, j'avais tout, plein de messages. Et c'était assez bizarre, d'ailleurs, pour moi, d'avoir ces messages-là qui me disaient qu'elle est en train de mentir, que... je l'entendais, moi, carrément me dire, en fait, dans ma tête, j'entendais carrément, en fait, je suis en train de me mentir, je suis en train de te mentir, mais excuse-moi, je peux pas, là, c'est trop fort, je peux pas. Et c'est là, après, verbalement, que j'ai entendu, ne lis pas dans ma tête. Et c'était assez bizarre, c'était assez, limite, ça me faisait peur, mais en même temps, ça me faisait pas peur du tout, c'était assez bizarre. Mais voilà ce qui s'est passé. Donc, je suis rentré, et là, je me suis senti, mais alors, dans le noir total, en plus, il y avait personne à la baraque. Il faut savoir que c'est un corps de ferme, donc en fait, il y a des hauteurs de murs, en fait, incroyables. Donc en fait, j'étais dans des peurs, mais alors, c'était même pas la peine. C'était assez glauque, hein. Pour moi, à ce moment-là, c'était assez glauque, donc il fallait que je me trouve un exutoire. Et là, il y avait une copine qui faisait une soirée. Donc pendant une semaine, c'était très dur pour moi, hein. C'était très compliqué, mais j'imagine aussi du côté de Valérie où ça n'a pas dû être évident non plus. Le 31 décembre, en fait, je monte à Toulouse parce qu'en fait, j'ai une copine, je ne veux pas rester tout seul. J'ai une copine qui fait une soirée pour le jour de l'an. Et là, en fait, moi, j'ai hyper peur de rester seul, quoi. Je suis pas bien, je suis bien et en même temps, je suis pas bien. Et en même temps, j'ai pas envie de rester seul. Donc, je vais marcher comme jamais. Je vais marcher. J'ai trouvé un endroit à côté de chez moi où j'habitais avant. Je trouve un endroit où je marche, je refais le monde, je parle tout seul, je refais le chemin, je refais le parcours, je me dis qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce que j'ai dit. Enfin, je refais tout, quoi. Je refais tout. Et je pars à cette soirée, je m'achète des nouveaux vêtements et tout, je mets des photos sur Facebook et tout, je change. Ma vie, elle commence un petit peu à changer à ce moment-là, quoi. Ça me fait du bien, quoi. Je me sens un peu mieux. Et là, en fait, c'est le trou noir, parce que là, les messages médiumniques arrivent, ma médiumnité se déclenche, tous les messages, tout mon ego, en fait, tombe. On me montre tout ce que j'ai fait de mal, de bien aux gens, par des images, la clairaudience, la clairvoyance, tout arrive, en fait. Je me dis, ouais, les gars, là, qu'est-ce que vous me faites, là? Ouais, pourquoi vous me montrez ça et tout? Et là, je pleure comme un enfant, je suis pas bien et tout, Et il se passe des trucs en moi. Et là, après, j'apprends à canaliser, en fait. Donc, j'ai la Kundalini qui monte, j'ai des envies sexuelles tout le temps, j'ai plein de trucs qui se passent, quoi. Et là, j'apprends, en fait, à canaliser. Donc, je vais marcher, je médite en même temps,
j'apprends à canaliser. Et là, il y a une médium en fait qui m'oriente vers le parcours de flamme jumelle. C'était le moment pour moi d'apprendre, de comprendre ça. Je regarde et là, je me dis ouais, ok. Je commence à couper avant parce que je me dis putain, ça ressemble vachement à moi quoi. Voilà. Et donc en fait, j'ai peur de le savoir, j'ai peur de me voir moi-même en fait. Donc je coupe et je regarde au fur et à mesure, comme un enfant qui ferme la porte et qui regarde de nouveau s'il n'y a pas le fantôme qui est là, quoi. Voilà. Et je suis comme un enfant, en fait. Et donc j'ouvre la porte entièrement et là je dis ok, je vais affronter, quoi. Parce qu'en fait, c'est un affrontement au départ. En fait, on affronte ses peurs, en fait, hein, en regardant le parcours, en commençant à comprendre ce qui se passe. C'est pas genre, ah bah c'est bon, j'ai compris les gars, ça y est, je suis chaser, c'est génial, ouais, c'est moi, je suis conscient et tout. Non, non, non. Ah, en fait, moi j'ai flippé au départ, moi. Reviens en arrière, mec. Eh ouais, au début j'ai flippé, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Ça me ressemblait en fait. Je me suis dit, ouais, c'est quoi ça? Et en fait, le fait de se voir soi-même, en fait, dans l'ego, ça fait chelou. Ça fait vraiment bizarre. Et ben, en fait, c'était la même chose avec Valérie. Valérie, quand je voyais ses comportements, c'était les miens. Ça faisait chelou. D'ailleurs, je lui ai dit au téléphone, parce qu'après on s'est appelé, parce que je lui écrivais des lettres. Elle m'a dit, non mais Fred, arrête de m'écrire, parce que sinon je te renvoie toutes tes lettres. Bon, une information importante, c'est qu'en fait, elle était en train de me dire, quasiment un mois après, qu'elle avait encore mes lettres, qu'elle avait gardé mes lettres. Puisqu'en fait, elle me dit, sinon je te renvoie tes lettres. C'est un détail, hein, mais c'est pas grave, c'est que quelque part, elle avait gardé mes lettres et qu'en fait, elle me faisait peur, elle essayait de me faire peur en me disant qu'elle allait renvoyer mes lettres. Bon, c'était un détail pour moi. À ce moment-là, c'était vraiment un détail, parce qu'en fait, qu'elle me renvoie mes lettres ou pas, en fait, ça changeait rien pour moi, elle n'était pas avec moi, donc ça changeait pas grand-chose. Moi, ça me permettait simplement de savoir qu'en fait, elle était en train de les lire et les relire, parce qu'en fait, ça, c'est elle, hein, ça, je le sais. Elle, Valérie, c'est quelqu'un qui lit, qui relit, qui lit, qui relit, qu'elle a besoin d'être toute seule, elle a besoin de prendre du recul pour lire et relire et se faire son propre truc. D'où le contrôle. C'est-à-dire, en fait, elle reprend le contrôle, elle garde le contrôle, mais en même temps, elle ne veut pas être contrôlée. Mais par contre, elle-même, elle est contrôlante. Et moi-même, je l'étais. Donc, en fait, en miroir, j'étais en train de lui montrer son propre contrôle. Et ainsi de suite. On se faisait ça comme ça. C'est pour ça que ça nous oppressait tous les deux. Et on ne comprenait pas. Et à un moment donné, moi, je me suis fermé. Donc, voilà. Donc, en gros, au mois de janvier, voilà, tout s'est développé pour moi, 2020. Je suis monté en l'air, j'ai commencé à faire des méditations, les messages ont commencé à être canalisés proprement, correctement, sans peur. Et à un moment donné, j'ai eu une prémonition comme ça. Je lui ai écrit une lettre, mais je ne l'ai jamais envoyée, cette lettre-là. Jamais. Fin janvier, donc en fait, on s'est écrit, j'ai écrit le 23 janvier, le 24 janvier, elle m'appelle au téléphone, c'est la dernière fois que je l'aurai au téléphone. J'écris une lettre mais que je n'ai jamais renvoyée. Et je lui dis écoute, j'ai compris un truc, j'ai plus le détail parce que je l'ai jeté là, mais je me rappelle à peu près, en gros les grosses lignes. Je lui dis écoute, j'ai compris un truc avec toi, c'est que ma vie est auprès de toi et tes enfants. Je monte à Toulouse, parce qu'elle habite à côté de Toulouse en fait. Hein. Moi j'étais à Béziers à ce moment-là. Je monte à côté de Toulouse, je lui dis je monte pour trouver du travail, pour trouver un appartement. Faire ce que j'aime faire, la musique à côté, parce que ça c'est indispensable pour moi. Mais merci d'avoir fait de moi un homme meilleur à tes côtés. Voilà ce que je lui dis en gros dans les grosses lignes. Cette lettre-là, je ne vais jamais envoyer. Mais j'ai trouvé un logement en fait fin janvier, pour fin janvier, à côté de Montauban. Donc c'est à côté de Toulouse, hein, c'est pas très loin. Et là je monte. Je suis déterminé. Hein. Je suis déter et tout, mais grave. Je suis déter à fond. Je monte et j'ai plus rien quoi. J'ai presque plus d'argent, j'ai trouvé un logement, j'ai de quoi payer ma colocation, mais je sais absolument pas ce qui va se passer derrière, je sais absolument pas si je vais retrouver de la musique, si je vais trouver des artistes pour jouer, si je vais retrouver un peu d'argent, je sais absolument rien. Mais j'y vais, je suis déter mais grave et je monte. En fait, il faut dire qu'à Montauban, j'ai ma meilleure amie qui a un salon de coiffure. Bon, aujourd'hui, elle l'a vendu, mais à l'époque, elle l'avait encore. Donc, j'ai une attache là-bas, je vois ma meilleure amie et tout ça, voilà. Donc, je monte à côté de chez Valérie. Il faut savoir que le chaser, à un moment donné, en fait, il part consciemment ou inconsciemment, ou soit il sait, soit il ne sait pas que la personne habite à côté ou pas.
enfin en tout cas son runner habite à côté ou pas. Parfois il le sait, parfois il ne le sait pas. Mais ils montent en fait, et les deux en fait en général se retrouvent l'un à côté de l'autre dans des villes à côté. Très souvent c'est le parcours du chaser, ils montent là-bas en fait. Ça c'est normal, ça fait partie du jeu, ça fait partie du parcours. Mais par contre le runner, quand il le sait, en fait il peut prendre peur. C'est ce qui est arrivé à Valérie à un moment donné, elle l'a su. Donc au mois d'avril, au mois de mars, en fait elle m'envoie des photos, elle me débloque en fait sur WhatsApp, elle met une photo que moi j'ai vue évidemment, et après le lendemain elle me rebloque parce qu'en réalité je lui ai pas parlé. C'est ce qu'elle cherchait. Donc ça, je le sais. Elle m'a rebloqué. Moi, j'ai écrit plein de chansons sur elle, parce qu'à un moment donné, j'écrivais plein de textes de chansons, parce que en canalisation, j'avais toutes ses pensées. Tout ce qu'elle pensait, je l'avais, en médiumnité. Donc, je le traduisais en chansons. Ça me permettait de libérer cette énergie qui me venait. Donc, j'avais des remontées énergétiques, j'avais tous ses ressentis à elle, toutes ses peurs. Donc, en fait, moi, je purifiais, j'épurais et tout, mon propre karma et le sien. La charge égotique, en fait, voilà, la charge du karma venait vers moi, etc. Donc, je déchargeais tout, plus la mienne. Donc, c'était... à ce moment-là, c'était assez lourd, mais je le prenais super bien. Moi, tous les jours, j'allais me balader dans la nature, un endroit que j'ai adoré et que j'adore toujours, où je me sens super bien énergétiquement, c'est à côté de Montauban. J'allais tous les jours me balader et je me sentais hyper bien. C'est là où, en fait, la charge énergétique, pour moi, elle remontait. Je déchargeais tout au niveau négatif, là-bas. C'était génial. Et d'ailleurs, c'est un endroit dans lequel j'aime encore aller aujourd'hui, parce que c'est là-bas où je me sens le mieux énergétiquement. Effectivement, c'est pas très très loin de chez elle. C'est à quoi 7-8 km de chez elle. Et c'est à peu près une trentaine de minutes de Montauban. Mais moi, j'étais plutôt entre les deux. Voilà. J'étais à plutôt... j'habitais plutôt à un quart d'heure entre les deux, entre Montauban et chez elle. Donc voilà, j'étais un peu plus loin. Du coup, énergétiquement, elle ressent mon énergie parce que je suis plus près. Donc elle ressent, et ça, elle l'a ressenti parce qu'au mois d'avril, elle m'a réécrit sur Facebook, elle m'a débloqué. Elle m'a dit oui, il semblerait que tu écrives des choses sur Facebook qui me concernent, etc. Des amis à moi m'ont dit que. Alors qu'en fait, je sais très bien qu'en fait, c'est elle qui lisait elle-même par elle-même. Mais c'était un moyen pour elle de recommuniquer. On a recommuniqué un petit peu comme ça ensemble jusqu'au mois de... Alors, une fois au mois d'avril, 2 fois au mois d'avril 2020, et une fois au mois d'août, quand moi je lui ai écrit, quand son âme me demandait de lui parler, et je lui ai écrit sur Insta parce qu'elle m'avait bloqué partout. Après ça, plus rien. Moi, j'ai arrêté d'écrire, j'ai arrêté de parler, j'ai arrêté de machin. Mais j'étais déjà dans ma médiumnité, en fait. Je ressentais plein de trucs, j'avais déjà des messages pour les gens. Dans la rue, je donnais déjà des messages aux gens. Avant de encore développer ma médiumnité, développer, en fait, après, là où j'en suis maintenant, à avoir des consultations avec les gens qui payent leurs consultations, etc. J'ai avancé comme ça, en fait. Dans l'apprentissage, dans l'enseignement, dans la nature, etc. Et voilà, j'étais sur le chemin de l'apprentissage. Donc au début, on est sur le chemin de l'apprentissage. Et on n'est pas Dieu, on n'est pas le Bouddha, on n'est pas encore arrivé, on ne sera jamais arrivé de toute façon, parce que si comme vous commencez à vous dire que vous êtes arrivé, c'est que vous êtes dans un ego spirituel. Il n'y a pas d'arrivée en fait. Il n'y en a pas. Il y a le chemin, le voyage, et il n'y a pas de destination. Voilà. Moi, je dirais plus qu'on pose l'intention d'aller vers, mais pas en fait une destination. Parce que on dit, moi, je veux aller là, je veux arriver là. Lorsque vous n'allez pas y arriver, vous allez générer de la frustration, donc derrière de la colère. Derrière la colère, ça peut être de la violence, et du coup, c'est généré par votre blessure de trahison et d'injustice. Or, je vous donne une petite astuce, si vous posez l'intention d'aller vers un endroit et que vous êtes dévié à côté, vous n'aurez pas cette frustration parce qu'en fait, vous n'aviez pas la destination finale en tête, mais plutôt d'aller vers ça. Et que la vie vous amène là où vous devez être. Et là, vous n'aurez pas cette frustration. Donc, par exemple, si vous posez ça sur votre FJ, sur votre flamme jumelle, ça donne « j'ai envie d'être avec elle, j'ai envie d'être à ses côtés. En revanche, j'aspire et je pose l'intention d'aller vers ça.
Mais si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave, la vie va m'amener à côté vers une relation qui va me correspondre vibratoirement. Et là, c'est pas pareil. Là, vous êtes sur le chemin de la guérison. Donc en fait, tout part de l'intention et ça n'empêche pas d'avoir envie d'être avec votre jumeau, votre jumelle. Ça, moi aussi, c'est pareil. Très souvent dans les vidéos des flammes jumelles, personne ne vous le dit ça. Personne ne vous le dit clairement. On vous parle des flammes jumelles, les gens ils vous en parlent comme s'ils n'étaient pas dedans, et ils vous parlent pas de leur propre parcours quelque part. Moi je trouve ça important, et je les juge pas là-dessus, je constate, mais moi je trouve ça important de se raconter d'abord soi, et quand on parle du parcours flammes jumelles, de raconter ce qu'on a vécu soi-même. C'est important pour moi. Voilà. Et pas seulement en parler à la troisième personne, en fait, tu vois, comme si que tu étais un inconnu et qu'en fait, tu parles de quelqu'un, en fait, c'est pas toi. Tu vois. Et comme si tu étais simplement un enseignant. Voilà, je suis un enseignant, je vous pose l'enseignement, les gars, démerdez-vous. Non, moi, je vois pas le truc comme ça, en fait. Moi, je vois le truc comme, voilà, je vous parle de moi, de mon parcours, mais après, j'en parle comme je l'ai vécu, et ça vous permet de comprendre, en fait, comment ça a pu se passer. Et en fait, comment on peut être amené en fait à changer les choses et pas simplement dans un enseignement qui est hyper impersonnel quelque part et on vous dit pas comment faire. Alors le but c'est pas de vous dire comment faire, c'est de vous dire en fait comment poser l'intention, comment aller vers la guérison en fait par vos propres outils, vos propres moyens. Et ça c'est ce que je vous donnerai dans mes podcasts et dans mes consultations. Voilà. Donc voilà ce que Valérie en fait m'a permis de faire et aujourd'hui en fait par rapport à mon cheminement, j'ai grandi de plus en plus, j'ai développé ma médiumnité, enfin je suis devenu en fait ce que j'ai toujours été, je suis à fond dans la musique et je suis dans ma mission d'âme et dans ma mission de vie. J'ai plus peur en fait de m'avancer. Par exemple dans la musique j'avais peur un petit peu inconsciemment, j'avais peur d'aller vers le haut alors que j'ai travaillé à Paris avec des artistes qui sont maintenant connus et des musiciens très connus. Or, moi, j'avais peur en fait d'aller vers le haut. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'aller vers petit. Là, j'ai une audition dans quelques temps, une audition avec un orchestre. Or, à un moment donné, je n'osais pas trop aller là-dedans. Vous voyez ? Alors qu'aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. J'y vais et voilà, je sais que je suis bon dans ce que je fais. Et je sais que j'apporte du bonheur aux gens et que j'apporte de la joie lorsque je suis en concert, par exemple, tous les lundis à Toulouse. Je sais que j'apporte du bonheur et de la joie aux gens. Voilà, c'est ma mission de vie. Et ma mission d'âme, c'est d'être en consultation avec les gens en médiumnité, de leur donner des messages, même dans la rue, peu importe, dans la rue, en consultation, peu importe. Il y a des gens avec qui j'ai des interactions, je leur donne des messages. Ça s'est passé encore, là, j'ai joué jeudi soir à côté de Toulouse. J'ai donné des messages à des gens en médiumnité et aussi de la compassion, de l'empathie. Ce sont des personnes, quand elles sont parties, elles étaient très contentes. Voilà, la mission d'âme, c'est partout. C'est pas que en consultation. Donc voilà, là, je vais m'arrêter là. Je vous ai raconté un petit peu ce qui s'est passé. Maintenant, vous savez qu'aujourd'hui, là, je suis en consultation. J'ai mon site internet. J'ai développé des trucs. Voilà où vous pouvez en arriver lorsque vous n'êtes plus dans les peurs. Et quand bien même la peur, elle arrive, vous savez vous en servir comme tremplin. Ok, là, je ressens de la peur. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, comment je peux m'en servir? Ok, si j'ai peur là, ça veut dire que quelque part, j'ai un désir. Donc, j'ai un besoin. Comment je peux nourrir ce besoin? Et là, vous êtes dans le questionnement, vous voyez, conscient. Et c'est comme ça qu'en fait, vous arrivez à dépasser votre peur. Quelle est la pire conséquence que vous pouvez ressentir, que vous pouvez avoir si, en fait, vous ratez, vous êtes dans l'échec par rapport à ce dont vous avez peur? Voilà, posez-vous cette question-là et je vous laisse là-dessus à méditer. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation, en médiumnité, de savoir où vous en êtes, comment vous pouvez avancer, etc. N'hésitez pas, je vous mets toutes les informations sous le podcast. Et je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao!